Alors très naïvement, moi je regarde la courbe, je vois, alors là vous avez le nombre de cas confirmés en France entre février, l'évolution jusqu'à aujourd'hui, et si on regarde très naïvement la courbe, on voit qu'on est quasiment au même niveau que mars au moment du confinement. Oui, alors ça c'est assez faux. Hein. Je suis désolé parce que en fait là vous avez le nombre de cas qui sont Non, vous allez nous diagnostiqués. expliquer. Donc en fait avant la grande première bosse, Ouais. le premier pic que vous avez tout un tas de cas qui n'ont pas été diagnostiqués, qui sont des cas chez des jeunes qu'on voyait absolument pas. Là tous les cas que vous avez dans le premier pic, c'est des gens qui sont arrivés à l'hôpital et qui étaient très malades. Donc c'est des gens aujourd'hui qui n'existent pas. Oui. Et là, cette remontée des cas, c'est essentiellement expliqué par du testing dans une population jeune. Donc en fait, tout le bleu que vous avez depuis le déconfinement, c'est complètement caché avant votre premier pic. Faut-il s'inquiéter de la hausse du nombre de cas de contamination? Il ne faut pas particulièrement s'en inquiéter. Le fait que ça monte en soi, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour contrôler cette augmentation. Mais on est très très loin des niveaux de circulation virale qu'on avait au moment du confinement, contrairement à ce qu'on entend souvent. Oui, il y a une augmentation parce qu'on teste beaucoup. Ces tests, on ne les avait pas au moment où il fallait. Maintenant, on les a. On teste beaucoup la population et on trouve effectivement des gens porteurs, mais non malades. Et on trouve effectivement des gens porteurs, mais non malades. Et on trouve effectivement des gens porteurs, mais non malades. Ce matin, dans le grand entretien, on revient sur ce 14 juillet dédié aux soignants, le Ségur de la santé et sur l'épidémie de Covid. Nous sommes pour l'occasion avec deux médecins, Dominique Salmon-Céron, professeur en maladies infectieuses à l'Hôtel-Dieu à Paris, et Frédéric Adnet, chef du service des urgences du CHU d'Avicenne en Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc on Et impose puis- le masque obligatoire dans tous les lieux publics, y compris les lieux clos, comme vient de le faire le préfet de Seine-Saint-Denis. C'est chez vous ça, Frédéric Adnet, à Saint-Ouen. Oui, tout Ça à veut dire fait. que la situation commence à être grave en Seine-Saint-Denis? Oui, non, en Seine-Saint-Denis, la situation est très calme et je vais y revenir. S'il y a cette deuxième vague, on imagine le personnel épuisé. Est-ce que vous avez des effectifs? Est-ce que vous avez assez de lits? Est-ce que vous avez des réanimateurs aujourd'hui dans les urgences? Alors, oui, c'est un problème important. Il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague en France parce que une deuxième vague, ça serait une augmentation de l'épidémie dans des zones qui ont été très impactées, c'est-à-dire l'Île-de-France, l'Oise, le Grand Est. Actuellement, on n'a pas de deuxième vague dans ces régions-là. Vous n'observez aucune recrudescence dans votre hôpital? À mon avis, assez catastrophique que l'épidémie redémarre dans les régions qui ont été très impactées. On le voit à New York, ça ne redémarre pas. On le voit en Seine-Saint-Denis, ça ne redémarre absolument pas. Et dans le Grand Est également. Il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague. On n'a absolument pas de recrudescence de Covid-19 dans les zones qui ont été vraiment impactées, et ce qui pourrait laisser penser qu'il y a quand même une certaine immunisation collective qui serait efficace. Pourquoi le nombre d'hospitalisations n'augmente-t-il pas? Parce que nous sommes face à une épidémie qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'une épidémie sans malades, sans personnes à l'hôpital, sans morts, écoutez, moi, j'appelle pas ça une épidémie. Donc, une épidémie de non-malades, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de nous faire peur? Exactement. Je pense que c'est un petit peu ça. Le discours politique, actuellement, est un discours alarmiste, est un discours qui tente à nous faire peur pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas pourquoi. Mais sur un plan purement épidémiologique et sur un plan purement médical, je peux vous dire qu'il n'y a pas de panique à avoir. En tous les cas, pas la panique qu'il y avait au mois de mars. Je vois tous les jours à mon cabinet, moi, entre 2, 3, 4 cas de Covid positifs. Donc des personnes qui sont diagnostiquées positifs. Et jusqu'à présent, et depuis tout le mois d'août, j'ai pris le parti pris de rester ici pour participer à l'effort national. Je n'ai fait hospitaliser aucune personne. Des 3, 4, 5 cas quotidiens que je vois. La situation en réanimation s'améliore. Bien sûr. On peut le dire, ça s'améliore. On nous dit qu'il y a de plus en plus de cas positifs, mais visiblement c'est moins grave qu'avant. Donc en fait, on devrait arrêter de nous faire peur. Nous sommes avec Madame Souiris, Anne Souiris, qui est adjointe au maire de Paris. Bonjour Madame Souiris. Alors, pourquoi nous obliger à porter le masque en extérieur si on n'a pas vraiment d'utilité scientifique? On va mettre des masques à chaque fois que c'est possible, à chaque fois que le circuit est assez dense, et évidemment quand on ne mange pas et qu'on ne boit pas. Sauf que vous savez, quand les gens sont dans les bars et qu'ils voient les gens en face d'eux passer avec leur masque, eh bien, à quoi ça vous fait penser à votre avis? Et ça fait penser au fait qu'on a à respecter les gestes barrières, que c'est important, que cette maladie est là et qu'il faut faire attention à soi et aux autres. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser.
Le maximum qu'on puisse faire, on le fait. Le maximum qu'on puisse faire, on le fait. Le maximum qu'on puisse faire, on le fait. Donc non seulement ils veulent continuer le virus de la peur, mais ils trichent un petit peu. Ils trichent un petit peu. Par exemple, ici, vous avez l'excellent Guillaume Rosier qui dit « Sur Internet ou à la TV, on croise beaucoup de courbes inquiétantes comme ça, et pourtant, elles sont trompeuses. » Explication. Cette courbe ici, des décodeurs. Alors, qu'est-ce que c'est les décodeurs? Ah bah, souvent, vous avez affaire à ces gens-là, hein, vous voyez, les décodeurs, venons-en en fait. Les décodeurs du monde, vérification factuelle, data, contexte, suivez-nous aussi sur Facebook, Snapchat. Hein, quand vous avez des articles supprimés, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, les décodeurs de l'information ont vérifié la news. Eux, ils ont la science infuse. Eux savent tout. Je pourrais savoir pourquoi ils ne nous expliquent pas comment un traitement miracle contre le Covid. Et donc, regardez comme ils trichent, les décodeurs. Cette courbe présente le nombre de cas en France au cours du temps. On observe 2 vagues, une grosse en mars et une quasiment aussi grosse actuellement. Inquiétant! Oui, mais non. D'abord, les données utilisées proviennent de 2 bases de données différentes. À la mi-mai, le gouvernement a lancé le projet SIDEP qui a complètement changé la manière de recueillir les résultats des tests. Et je vous mets dans les liens si vous voulez voir comment le gouvernement a changé la manière de recueillir les tests. Ensuite, tracer un graphe s'étalant de mars à août revient donc à comparer des pommes avec des vaches, parce qu'évidemment, c'est plus du tout la même comparaison. Les données avant mi-mai ne sont pas comparables aux données après mi-mai. Le nombre de tests réalisés a explosé. En mars, on ne testait que des personnes gravement malades admises à l'hôpital, quelques milliers de tests par semaine. Désormais, on teste tout le monde. Actuellement, 700 000 tests chaque semaine. Santé publique France estime qu'il y avait plus de 100 000 contaminations chaque jour en France en mars lors du pic, 20 à 25 fois plus que le nombre de cas positifs. Vous ne croyez pas à l'étude de Santé publique France? Des chercheurs indépendants ont une estimation similaire, 90 à 100 cas par jour au pic. Tout est ici sur les liens et je vous les mets, vous pouvez aller les voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, si on avait les mêmes repères, on peut s'amuser à agrandir le pic de mars. Voilà ce que ça donnerait à la louche. Alors évidemment, je vais vous le faire... ça va faire ça, hein. Voilà, le pic. En fait, si on mettait les données de mars comme on les donne actuellement, voilà ce que donnerait le pic de mars. Et ce graphique tourne beaucoup aux USA, je n'ai pas trouvé la source, donc impossible de vérifier les données, mais en tout cas, ça paraît plausible, parce qu'aux USA, ils utilisent exactement les mêmes méthodes. Donc voilà, si on avait aussi les mêmes repères en mars-avril que l'on a actuellement. Et donc, c'est en gris, hein, c'est les données corrigées, alors que eux présentent ce qui est en vert. Donc voilà comment on triche. Professeur Philippe Parola, vous êtes chef de service à l'IHU Méditerranée Infection de Marseille. Et que pensez-vous du port du masque obligatoire, notamment dans des lieux clos? Alors, le port du masque est essentiel, bien entendu, pour les soignants, pour se protéger. Il est essentiel pour les patients qui sont contagieux. Il peut tout à fait se comprendre en pleine période épidémique dans les lieux clos, dans les métros, dans les rassemblements, associé bien entendu au lavage des mains avec les solutions hydroalcooliques. Le masque met de la distance sociale, en plus d'une protection respiratoire. Est-ce qu'il m'est possible, moi, de convaincre les gens de son utilité aujourd'hui? Non, parce que nous ne sommes pas en phase épidémique et je n'ai pas les arguments pour le faire. Ça a été une décision des autorités sanitaires que j'appliquerai en tant que citoyen, mais il m'est difficile, vu ce que j'observe, c'est-à-dire des masques qui sont réutilisés, qui passent de la poche au visage, qui sont touchés. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'utilité. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser. Il y a quelque chose qu'on a oublié de bien expliquer. Ce qui compte, c'est vraiment la ventilation. Ouais. En fait, c'est la charge virale qui va monter dans l'air qu'on respire. Et c'est pour ça. Il expliquait typiquement qu'avec la pollution, ça pouvait capter le virus et que ça pouvait le maintenir comme ça dans Oui, mais dans s'il y avait de l'aérosolisation en extérieur, tous les phénomènes où les gens sont très très proches les uns des autres dans des événements extérieurs, il y a aucune raison qu'il n'y ait pas eu de cluster qui a été identifié. Donc je pense que c'est pas extrêmement solide. Ouais. En revanche, il reste plein d'endroits intérieurs où on ne porte pas le masque et c'est dans ces endroits-là que les clusters se développent. Donc je pense que c'est là qu'il faut agir.
l'extérieur doit être vu comme une opportunité, un milieu où les gens se contaminent 20 fois moins qu'en intérieur. Donc je pense qu'il y a une idée qui pourrait être de dire, on va encourager les gens à être à l'extérieur, on a de la chance, on est en été en plus. Donc je pense que ça pourrait être une stratégie plus intéressante, plutôt que de d'abord faire porter les masques en extérieur avant d'avoir complété les trous dans la raquette dans le masque en intérieur. En septembre, vous avez une situation qui se prépare, qu'il va falloir préparer mieux que ça, puisque vous allez avoir tous les gens qui vont revenir dans les grands centres urbains, qui vont retourner dans les open space. Et aujourd'hui, on a un protocole dans les entreprises qui est basé sur la distanciation physique, qui fonctionne pas en fait, puisque vous aérosolisez votre bureau. En fait, il faut comprendre que pendant une semaine, vous êtes dans le même open space que quelqu'un qui va cracher du virus parce qu'il est contaminant pendant une semaine à 10 jours. Et pendant 10 jours, vous êtes en face de lui, et tous les jours, il crache du virus dans l'air. Donc vous avez beau être à 3, 4, 5 mètres, en fait vous vous infectez quand même. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit. C'est toute la pièce qui est infectée. Exactement. On a plein de clusters qui se développent dans des open space. Il y a tout l'open space qui est contaminé et pourtant les distanciations physiques sont respectées. Donc en fait c'est ça qu'il faut mettre à jour. Et je rappelle qu'on est en août. Et le premier cluster, c'est les entreprises. Donc imaginez ce que ça va être en septembre. En plus, il va y avoir un brassage de population puisque tout le monde va revenir des 4 coins de la France. Donc le problème, il est là. Il est absolument pas en extérieur, en demandant aux gens d'aller mettre des masques sur la plage ou sur les promenades, alors que c'est pas là que se font les contaminations. En plus, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, qu'on a découvert. C'est la dose infectieuse. C'est-à-dire que pour vous contaminer, il faut que vous soyez en contact avec du virus, mais avec une dose infectieuse suffisante. Et plus cette dose infectieuse est importante, plus vous développez une forme grave. Ça a été montré par les études suisses. Donc c'est-à-dire qu'en extérieur, oui, théoriquement, vous pouvez avoir éventuellement une gouttelette qui vous arrive dessus, mais la dose infectieuse sera très rarement suffisante pour vous contaminer. Alors qu'en intérieur, c'est le cas. Cette distanciation, l'utilisation des masques aurait été utile si nous avions été déconfinés au mois de mars, au pic de l'activité virale. Et alors à ce moment-là, oui, c'était un point important sur lequel nous aurions une transmission importante. Ce n'est plus le cas actuellement. Et par contre, on a un autre risque, en particulier pour les personnes fragiles, pour les personnes sensibles, pour les personnes frêles, pour les personnes âgées, qui vont avoir une augmentation de la température interne liée au masque. Une fois de plus, un certain nombre de pays ont déjà renoncé en phase caniculaire. C'est pendant cette phase caniculaire qu'il faut être attentif à toute l'augmentation des autres indicateurs et à d'autres augmentations d'autres risques. Ça veut dire que vous n'êtes pas inquiet de la super contamination de la rentrée annoncée par le professeur Delfrécy ou du risque de super contamination annoncée par le conseil scientifique? Mais non, pas du tout, puisqu'on ne sait pas du tout si elle va arriver. Ni lui, ni moi, ni personne n'a la capacité à dire ce qu'il va se produire. La seule chose que l'on voit, c'est qu'en Amérique du Sud, on voit se maintenir une phase active très longtemps. Et c'est ça qui indique une possible saisonnalité. Je répète, ce n'est pas une deuxième vague liée au comportement des Français. C'est une saisonnalité qui reviendra, comme les orthomyxovirus l'ont fait avec la grippe. En ce qui concerne les mesures barrières, là, maintenant, on commence à connaître ce virus. Donc, on sait que ce virus, si vous voulez, la probabilité de transmission est maximum dans les lieux clos quand vous avez une densité de population importante. Donc, le masque, oui, dans les situations risques, c'est-à-dire dans les lieux clos et lorsqu'il y a beaucoup de monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les transports en commun, ça veut dire les grands magasins, ça veut dire les rassemblements en milieu clos. Lorsque vous êtes en plein air, c'est un virus qui n'aime pas les courants d'air. Lorsqu'il y a beaucoup de ventilation, quand il y a beaucoup d'air et quand il y a un mouvement d'air, ce virus ne se transmet très peu. Ça n'a plus rien à voir avec la réalité, et donc c'est très difficile de faire revenir les gens dans la réalité qui se sont tellement affolés. Tout ça a été un peu ridicule. Je suis même étonné, encore une fois, de voir jusqu'à quel point les gens admettent qu'on ait pu publier des choses dans l'urgence et sous l'effet de la passion, qui sont tellement déconnectés de la réalité. C'est pas extraordinairement étonnant parce que les journaux qui étaient des références scientifiques sont devenus maintenant en grande partie des journaux d'opinion, si vous voulez, et il se passe un mouvement qui est très intéressant, c'est que c'est les opinions maintenant qui précèdent les données scientifiques, et les données scientifiques sont choisies en fonction des opinions, et ça n'est plus l'opinion des médias qui se fait à partir des données scientifiques, c'est l'inverse.